Bonjour les amis, bienvenue sur C17 en direct depuis un petit jardin merveilleux. On se croirait presque aux colonies, entre guillemets, tellement l'endroit est agréable, rafraîchissant, et même si on est à 2 pas du cimetière Saint-Éloi à La Rochelle. Ce qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est ce livre qui vient de sortir, qui est signé Jean-Pierre Hens. On est chez Jean-Pierre Hens, étranger et si familier. Jean-Pierre a été longtemps haut fonctionnaire au service de la culture. Partout, il allait planter l'étendard de la France pour ses valeurs humaines, de défense des droits de l'homme, son émancipation au nom de la culture, etc. Et il a presque fait un tour du monde, mais on va s'attacher là à quelques destinations. Il a souhaité faire un livre pour revenir sur toute cette époque, ses yeux d'enfant, etc. Alors, figurez-vous, comme toujours, il était l'ami de Maxime Bonneau, de Michel Crépeau, mais il a rencontré et partagé du temps avec des gens comme Frédéric Mitterrand, qui n'ont pas fait moins que de lui signer sa préface. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir dans votre petit jardin, là. Ah oui. On se croirait là dans un petit jardin oriental. C'est un Éden. Oui. Voilà. Bon, dites-moi, alors, vous signez un livre où vous reprenez un certain nombre de voyages dans des destinations qui ont été importantes pour vous, qui sont même souvent fondatrices de la culture. On vous voit en Asie mineure, on vous voit en Afrique, on vous voit bassin méditerranéen, on vous voit Europe, les pays du Sud. On sent que ça grouille là. Vous y allez, et alors, comme dit Frédéric Mitterrand, comme Tintin reporter, à la fois vous avez des yeux ébahis, pétris de votre culture, vous grandissez de ce que vous apprenez, mais en même temps, un peu comme un gamin ébahi. Et en même temps, soucieux que vous êtes de la vie sociale et politique, vous avez un avis sur ce qui se passe, car souvent vous arrivez dans des pays en guerre, vous allez installer du beau, badigeonner de l'art, dans des pays souvent en guerre, ça doit être désespérant. Tout ça, vous allez nous raconter. Il y a une ville importante au milieu de tout ça, c'est La Rochelle. Point d'accroche familial à l'origine, Poitiers je crois, mais vous revenez souvent à La Rochelle. D'ailleurs, vous aurez fini votre carrière ici, toujours au service de la culture. La Rochelle, port d'attache ? Oui, définitif. Vous savez que les gens qui arrivent à La Rochelle, en général, ils n'en repartent pas. Ouais. Et que Michel Crépeau, d'ailleurs, disait c'est bien d'avoir une université, ça rajeunit, sinon on aurait une ville avec beaucoup de vieux. Oui, c'est vrai. Et il dit, les vieux, ça fait pas d'enfants, c'est pour ça qu'il a fait l'université. Oui, mais d'accord, va pour. Bon, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette ville? Quand on vous sait, vous, attaché au monde, à le courir comme vous l'avez couru, vous auriez pu être plus mobile pour votre retraite que de venir vous atteler, cette fois-ci, à La Rochelle. Non, La Rochelle, c'est une ville d'amis, d'enfance. J'y venais pratiquement tous les ans depuis très longtemps. Les francopholies, par exemple, tous les ans, Ouais. tous les ans depuis le début. Et puis, c'est une ville ouverte sur le monde. C'est ça qui est important. C'est comme si vous ne partiez plus. Oui, mais on part un peu en pensée à la place, alors. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, dites-moi, vous commencez dans la vie par être haut fonctionnaire. Alors, entre les belles idées de liberté que vous professez, etc., puis des métiers qui sont des métiers un peu technocratiques, quoi, hein, un peu de bureau, un peu, etc., comment vous arrivez à régler la pendule pour assouvir la curiosité d'un homme qui l'aura été perpétuellement curieux? En fait, c'est les gens avec qui je travaillais, comme je le dis d'ailleurs dans l'avant-propos, ce sont des gens, des énarques, des gens qui étaient bardés de diplômes. Moi, ce que je dis, c'est mon université, je l'ai vécu sur le terrain, Ouais. en Afrique du Nord, au Sénégal, et à travers beaucoup de voyages. Donc, ce qui m'intéressait dans ce travail, c'était effectivement pas trop la dimension administrative, paperasserie, etc., mais c'était ces missions sur le terrain qui permettaient d'ailleurs, entre la mission obligatoire où on doit rendre des comptes, faire des notes, faire des rapports, c'est vivre le pays, avoir un regard particulier sur les gens. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé étranger et si familier. On partait dans des pays étrangers, mais très vite on rencontrait un pays qui devenait familier, des gens qui devenaient familiers et des relations personnelles et amicales très souvent assez fortes. Vous n'alliez pas planter des drapeaux tricolores de conquête, vous alliez planter des drapeaux tricolores, au contraire, d'émancipation, d'humanisme, etc. C'est facilement conciliable ou parfois non, vous aviez des commandes qui étaient plus intéressées que ça de la part de votre commanditaire? Alors c'est un peu difficile. Sur le plan purement culturel, la dimension, on va dire, néocoloniale, ce qui n'était pas évidente, hein. Oui. Ça c'était pas mon point de vue, mais c'est vrai que quand on part par exemple au Liban, quand on part au Liban, eh bien après 15 ans ou 16 ans de guerre civile très forte, la France veut reprendre pied, et elle reprend pied par la culture et la francophonie. Voilà, donc là c'est une fonction qui peut avoir son utilité.
Alors Jean-Pierre, on va commencer le voyage. Juste avant le voyage, quand même, Frédéric Mitterrand, il est dithyrambique sur vous, hein, dans ces 2-3 pages de préface. Et il dit deux choses, vous me dites si vous êtes d'accord avec ça. Il dit c'est un reporter sans Milou, sans le capitaine Haddock, j'allais presque dire sans les Dupont et la Castafiore. Puis la deuxième image, alors il y va pas que le dos de la cuillère, il dit Jean-Pierre Hens, c'est dans ce livre, c'est un peu Joseph Kessel, Blaise Cendrars, Romain Gary, George Orwell, Jack London. Vous sentez tout ça? Non, mais ça, c'est sa liberté à lui. Non, je me sens modeste par rapport à tout ça. Non, ce que j'ai compris, c'est que à chaque fois, ce sont des reporters humanistes, hein, justement. Par exemple, Joseph Kessel, bon, bah, il est témoin du monde. Oui. C'est un témoin des hommes. Oui. C'est ça c'est comme ça qu'il a d'ailleurs appelé ses mémoires. Et puis George Orwell, bah, c'est parce qu'il a fait la guerre d'Espagne du côté des républicains. Jack London, c'est Martin Eden. Alors c'est difficile d'expliquer, mais Martin Eden, c'est quelqu'un qui n'était pas un intellectuel de haut niveau, mais qui s'est fabriqué en étant reporter international. Oui, il s'est fabriqué lui-même, c'est un autodidacte, et ça, bon, je me sens un petit peu comme ça aussi. Allez, je vous propose qu'on attaque le voyage, les amis. On ne fera pas les 11 pays, on va en faire quelques-uns. Mais alors, étonnamment, les deux premiers, ce n'est pas des pays que vous auriez parcourus dans leur actualité. C'est des pays que vous évoquez parce qu'ils sont fondateurs un peu pour notre histoire ici en France. C'est l'Algérie, mais vous n'avez pas fait la guerre d'Algérie, mais vous étiez petit, vous entendiez parler de la guerre d'Algérie, les gens autour de vous. Et puis après, ça sera l'Espagne. L'Algérie, dans quelles circonstances vous y allez? Vous y allez pour voir comment on peut sauver la Casbah? Vous y allez pour ressusciter des monuments un peu perdus? D'abord, l'Algérie, ce qui m'a intéressé, c'est de partir de l'enfance. Partir de l'enfance, c'est d'avoir dans sa famille des militaires qui ont fait la guerre d'Algérie, des gens qui étaient pour l'Algérie française aussi, l'Algérie indépendance. Donc j'ai eu tout ça. Et puis j'étais dans des écoles religieuses. Et dans les écoles religieuses, on présentait les choses d'une certaine manière. Mais ça, il faut lire le bouquin. Je ne peux pas m'étendre là-dessus. Après, il y a eu, avec l'UNESCO, effectivement, une mission où je suis parti pour la Casbah d'Alger. Et à la Casbah d'Alger, qui était complètement, à ce moment-là, dans un état de délabrement, où les bâtiments avec le sel qui descendait par les rues et l'eau qui était censé les laver, on avait des maisons qui se retouchaient comme ça en hauteur. Et donc il y a eu tout un projet sur l'UNESCO qui est d'ailleurs en marche, hein, qui a bien fonctionné, qui a repris un certain nombre de grands bâtiments. Et puis Tipaza. Qu'est-ce que c'est Tipaza? C'est le quartier d'Alger? C'est à 80 km à l'ouest d'Alger et c'est essentiellement un site romain. Et l'UNESCO a essayé effectivement de revaloriser ce site, d'en faire un site touristique mais intelligent. Voilà. Alors dites, on vous voit quand même de temps en temps quand vous êtes à Alger, pas que vous faites les cimetières, vous cherchez dans les cimetières si vous trouvez votre nom. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chercher votre nom sur les cimetières? Surtout du côté d'Oran. Ah, c'est une histoire un petit peu longue, mais quand j'étais au ministère, un jour, l'évêque d'Oran, qui s'appelait Monseigneur Claverie, oui, mais qui a été assassiné par les islamistes, m'avait demandé, parce que ça me revenait, un certain nombre de documents. Et puis quand il a eu ma réponse, il a vu mon nom. Et il m'a envoyé, j'en ai mis un peu dans le livre, hein, les actes de naissance, les actes de décès, etc. Et il avait commencé sa lettre par Hens, ce nom si doux à mon cœur, parce qu'effectivement, il y en avait un certain nombre dans la région d'Oran. Et c'est à ce moment-là que j'ai déclenché cette envie d'Algérie, un petit bout d'Algérie de moi-même. À un moment, vous dites, mais enfin, vous relatez que quelqu'un vous dit Oran n'a plus besoin d'écrivains, elle attend les touristes. C'est dramatique, ça, un peuple qui doit se refaire après une guerre civile, après une période de colonisation, et qui tirerait comme raccourci, plus besoin des écrivains, on attend surtout les touristes. Ça, c'est Albert Camus qui a dit ça. Ouais. Et effectivement, il était assez dégoûté de l'image qu'il avait, lui, d'Oran dans sa propre vie, et de voir comment elle avait mal tourné à son goût. Pour conclure sur l'Algérie, vous dites, je n'y ai pas vécu, mais j'ai mal à l'Algérie.
Oui, mais ça, c'est une affaire de génération aussi. Parce que, comme je le dis, depuis l'enfance, la famille, on a baigné, nous, qui étions les enfants à l'école des années 50, je suis né en 1948, on a vécu avec ça jusqu'à l'OAS, les attentats, etc., au milieu des années 60. Donc, on a pris un peu à notre compte. Puis j'ai rencontré Benjamin Stora et un certain nombre d'autres personnalités, et j'ai retrouvé un petit bout de la part d'Algérie, mais aussi culturel, les écrivains, les cinéastes, etc. Et donc, on peut avoir un peu mal à l'Algérie. Il y a un pays dont on ne parlera pas, mais il est voisin et mitoyen même de l'Algérie, c'est le Maroc. Alors du Maroc, vous dites aussi, c'est le pays de votre cœur. Ah, c'est le pays du profond cœur. C'est une expression marocaine. Et Pierre Loti, d'ailleurs, l'avait décrit dans son bouquin sur son trajet marocain, d'ailleurs, où il démontrait que dans le Maghreb, on met la main sur le cœur, comme ça, et puis on salue par respect les gens, et on ouvre la bouche et on montre ses dents. Voilà. Dites, on va descendre sur l'Afrique, là on va aller au Bénin. Juste avant l'Espagne, on en parle peu, mais c'est toute une histoire. Mais c'est pareil, vous l'avez vécu, j'allais dire presque par transmission familiale. Oui, c'est uniquement familial, puisque dans la ferme de ma mère, il y a les fermiers étaient des réfugiés républicains catalans de la guerre d'Espagne. Voilà. Quand vous partez sur l'Afrique noire, vous ne faites pas dans la dentelle, vous le faites pour le ministère de la Culture, c'est au Bénin que vous arrivez, Burkina Faso ensuite, et là quand même ce qui marque, c'est quand même... toute l'Afrique a été frappée par l'esclavage, le Bénin particulièrement. 11 millions d'esclaves partent d'Afrique, 2 millions le tribut du Bénin. Qu'est-ce que vous allez faire en plein milieu de cette histoire ? Mais en 1992, il y a ce qu'on appelle Ouida, du nom de la ville, Ouida 92, qui est un immense mémorial avec la porte des esclaves, puisque cet endroit, effectivement, d'où partaient énormément d'esclaves. On l'appelait la porte sans nom maintenant, elle est entrée dans la légende. Oui, il y a la porte sans nom, il y a la porte du non-retour. C'est la porte du non-retour, ça veut dire que les esclaves, évidemment, ne rentraient jamais, ne retournaient jamais dans leur pays. Une fois qu'ils étaient partis, ils arrivaient en Amérique du Nord et dans les Antilles. Donc, il fallait un représentant officiel de la France, et Jacques Lang, qui était le ministre à l'époque, m'avait désigné pour représenter la France à l'occasion de ces inaugurations au Bénin. À l'époque, c'était Nicéphore Soglo, qui était le président de la République, qui était le premier président élu. Quant à La Rochelle, évidemment soucieux qu'on ait de ces questions-là, on ramène la statue de Toussaint Louverture, ça doit vous secouer. Vous êtes mêlé à cette histoire-là, vous êtes déjà directeur des affaires culturelles, vous, à ce moment-là ? Alors, la personne que je connais, c'est Ousmane Sow, celui qui a fait la sculpture. Il l'a réalisée dans son atelier à Dakar, puisqu'il est sénégalais. Et oui, ça m'a profondément touché. J'étais présent à l'inauguration. Et pour le musée du Nouveau Monde, ça a une importance énorme, puisque parfois on a un peu critiqué que c'était un peu une maison trop portée sur l'aspect des planteurs. Voilà. Sauf que là, on rétablit vraiment l'équilibre en donnant sa place principale à Toussaint Louverture. On disait que Ouida au Bénin, c'était la capitale du vaudou. C'est très pratiqué, ils étaient très vaudous là au Bénin et à cet endroit-là. Le président dont j'ai parlé tout à l'heure, le président Nicéphore Soglo, qui d'ailleurs a eu de grosses difficultés avec l'église catholique locale, qui lui reprochait, c'est d'avoir réhabilité fortement le vaudou. Mais quand un président fait ça, il est dans une histoire de rapport de force dans son propre pays, et c'était pour contrecarrer un certain nombre de velléités religieuses. Voilà. Évidemment, la France a été très présente après en Égypte sur les travaux autour des pyramides. On laissera les gens feuilleter le livre pour qu'on ait un petit peu de temps sur des pays qui vous sont là particulièrement chers. Arabie Saoudite, vous arrivez sur l'Arabie Saoudite à un moment où peut-être d'ailleurs quelques-uns des internautes qui nous regardent avaient pris connaissance de cette très belle exposition sur les architectures. Attendez, je décolle. Les architectures de terre, regardez, c'était l'affiche à l'époque où tout à coup on disait bah oui, mais l'architecture 20e siècle, bientôt 21e. Marbre, fer, béton, hauteur, altitude, et puis tout à coup, non, on renvoie à l'architecture de terre ces pays-là. Pas facile à faire digérer pour des gens qui considèrent que la modernité c'est de faire Manhattan, en leur disant mais votre culture est tellement belle, vous êtes au cœur de ça en Arabie Saoudite. Alors,
Il y a deux temps différents. C'est-à-dire que dans les années, la fin du XXe siècle, on va dire en gros, en Arabie Saoudite, il y a des princes qui sont architectes et qui ont envie de réhabiliter l'architecture de terre. Alors, mais ils n'ont plus les savoir-faire. Alors il y a effectivement dans le désert, ça et là, un certain nombre d'initiatives, de projets, mais qui ne sont pas tout à fait réalisés avec la science de l'art, quoi. Donc ils ont souhaité recevoir l'exposition qui avait été créée au Centre Pompidou et eux-mêmes ont rajouté une partie d'exposition qui est très bien d'ailleurs, très intéressante sur leur propre réalisation. Mais là, on est dans les années 90. Bon, aujourd'hui, tout ça a disparu pratiquement, puisque quand on va dans les pays du Moyen-Orient, les pays, les Émirats arabes... Jusqu'au Yémen, là, il y a des essais extraordinaires. Alors le Yémen, c'est autre chose. Non, le Yémen, c'est en train de se détruire malheureusement par cette guerre par procuration entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais en ce qui concerne les pays du Golfe, bon, c'est l'architecture. Plus on est riche, plus on fait un gratte-ciel, plus on met de verre et de matériaux composites, et plus ça doit être haut. Voilà, c'est une notion de puissance. Et effectivement, la tradition est de plus en plus absente. Ouais. Alors là aussi, tout à coup, vous vous retrouvez en Irak, alors toujours sur commande de votre ministère. C'est pas un cadeau, chez Saddam Hussein, en pleine période où Saddam Hussein il avait envie de se réhabiliter, et donc bon, la France allait peut-être un peu l'aider, mais on savait ce qu'il y avait derrière. Vous déboulez là-bas, c'est quoi les premières images? On est très contrôlé, l'avion est coincé sur le tarmac, ou c'est plus subtil que ça? C'est tout le contraire. Ouais. C'est-à-dire que de 78 à 88, il y a eu cette guerre entre l'Iran et l'Irak avec 800 000 morts. Si on additionne les deux côtés, c'était vraiment une guerre très très meurtrière. Et au contraire, Saddam Hussein veut démontrer aux Occidentaux que son pays est libre, on peut circuler d'une manière très 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 facile, sans crainte, sans risque, et il réhabilite Babylone. Alors Babylone... Babylone, la légende, même si les gens ne connaissent pas, ils en font d'eux, Babylone, ils en rêvent. Alors Babylone, c'est ce qu'on appelle une des 7 merveilles du monde, et puis bon, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ, 4000 ans, 4500 ans avant Jésus-Christ, et puis il y a Nabuchodonosor. Alors Nabuchodonosor, c'est celui qui est sur cette chose-là. Alors, on va montrer à Jean-Michel que vous avez là. Qui est ici. Voilà, et puis là, qu'est-ce que vous voyez là? Oh bah dites, vous êtes, ça y est, vous avez été honoré dans l'ordre de Saddam Hussein? Pas tout à fait. Simplement, ce qu'il faut voir sur cette médaille qui a été offerte, elle s'appelle de Saddam à de Nabuchodonosor à Saddam, pardon. Et donc ça veut dire que lui, son rêve, c'était d'être le Nabuchodonosor des temps modernes. Il a tellement rêvé de ça, et il a été tellement, a pris tellement de risques qu'à la fin, ça a créé sa perte. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette tour que Jean-Michel est en train de filmer, une grande spirale là Ah oui, c'est ce qu'on appelait les ziggourats. Enfin, c'est un minaret. C'est un minaret Alors ça, c'est entre le Tigre et l'Euphrate, dans un endroit où il y avait pratiquement personne qui pouvait circuler parce qu'on n'était pas très 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 loin du front. Il y avait toujours la guerre, mais enfin c'était sur la fin. Et c'est un des monuments les plus emblématiques de l'histoire islamique. Vous avez, alors, dites voir, blagounette, petite parenthèse, les amis, blagounette de Carambar ou de Malabar, il y a une petite histoire entre le Tigre et l'Euphrate que racontent les gamins. C'est quoi? C'est une poule? Mais non, mais oui... Mais non, ayant fait mes études dans des écoles religieuses, il y avait parfois des blagues qui étaient liées à la Bible, à l'histoire de l'Antiquité, etc. Et puis, il y avait cette blague, mon frère aîné, je me souviens souvent nous la raconter, voilà, pourquoi les poules ne pondent pas des œufs en Mésopotamie? Parce qu'elles voient le Tigre et l'Euphrate. Voilà.
Alors, d'après ça, c'est la Palestine. Alors, la Palestine, là aussi, Ah vous là êtes là. toujours sur des champs, vous êtes sur des charbons ardents, j'allais dire. Ouais, Hein, vous êtes sur ouais, des mines quasiment. Quand on arrive à Jérusalem, bon, trois religions se partagent le site, évidemment. Et pour ce qui concerne les chrétiens, ça se subdivise en des tas de sous-religions qui sont quand même très avares de leurs prérogatives et qui sont même en concurrence. C'est les chrétiens, mais ils sont en concurrence entre eux, entre les coptes, les catholiques, les etc. syriaques, les Grecs orthodoxes, etc. Et oui, oui, mais ça, pendant On plusieurs n'en sortira siècles, jamais. ils se sont bagarrés pour ce qu'on appelle le Saint-Sépulcre, hein, dans lequel se trouve le tombeau du Christ. Et comme je le dis à un moment donné, ils auraient certainement plutôt intérêt à s'entendre et à être solidaires plutôt que de se prendre le chou les uns et les autres en permanence. Moi, j'ai vécu ça. Il faut voir qu'il y a des lignes dans le Saint-Sépulcre où certains n'ont pas le droit de dépasser telle ligne, sinon ils chantent plus fort et ils les bousculent. Enfin, c'est malheureux, enfin, mais c'est toujours valable. Hein. Ouais, ouais. Vous avez une formule, vous avez querelle autour d'un tombeau vide. Bah oui, parce que le tombeau du Christ, il est par essence, il est Oui. vide. Alors, juste qu'un d'œil aussi dans le cas des chrétiens, les plus anciens, mais peut-être les moins bougeants, les Éthiopiens, qui ont leur propre groupe là. Et eux, on dit qu'ils ont tellement été chassés, repoussés, refoulés, réduits à pas grand-chose, qu'ils se réunissent sur le toit de leur église. Oui, c'est-à-dire qu'on leur a toléré deux choses, de pouvoir vivre, enfin habiter entre guillemets sur le toit de l'église qui est à côté du Saint-Sépulcre et de participer à une ou deux cérémonies, notamment à Pâques, mais sans plus. Bon, il y a un peu, je pense qu'il doit y avoir un peu de racisme et un peu d'histoire, parce que quand même l'Éthiopie, c'est une histoire très, 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 très ancienne. Hein, mais qui se sont des juifs. Ils ont été considérés comme des juifs noirs. Elle a parcouru la bande de Gaza et puis Jéricho. Jéricho, on dit que c'est la plus vieille ville au monde. Ouais. Elle aurait 6000 ans. Quand on arrive sur des terres comme ça, où il reste encore, pas l'état intact, mais des espèces de vestiges qui vous renvoient à 6000 ans de racines, ça fait quoi dans la tête de Jean-Pierre Hens, dans le ventre de Jean-Pierre Hens? Oh, je ne sais pas si ça se passe au niveau du ventre. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, ce sont toujours des émotions exceptionnelles, parce que c'est quand même un berceau de l'humanité. Quand on part du nord du Liban, par exemple, à Byblos, et qu'on descend jusqu'à la côte palestinienne, les vestiges des premières civilisations sont là, les Phéniciens, jusqu'aux Romains. Hein, Ouais. voilà. Et donc, c'est une émotion très forte, oui. On va presque arriver à la fin de cette émission. On ne peut pas ne pas parler du Liban. D'abord parce que on sent, tout le monde sent, à défaut de savoir, qu'il y a des choses entre le Liban et la France. C'est un pays de cœur, mais c'est un pays qui est tellement ravagé, déchiré par ceux là-bas d'ailleurs, qui se le déchirent. Quand vous arrivez, vous êtes fasciné par le nombre de gens qui ont des chemises à fleurs à l'aéroport. C'est pas des gens anodins, les gens qui ont des chemises à fleurs. Non, non, ceux qui ont des chemises à fleurs, c'est la police politique, secret. service secret syrien, voilà, qui sont dans le pays et qui se montrent, voilà. Et donc c'est les premiers qu'on voit en arrivant en bas à l'aéroport, Ouais. effectivement. Vous êtes arrivé sur une mission autour d'un établissement qui s'appelait le Casino du Liban. Qu'est-ce que c'était que cette opération, le Casino du Liban? Alors d'abord, la mission, c'était après 15-16 ans de guerre, la France souhaitait revenir au Liban dans un partenariat, parce qu'il ne faut pas oublier que de 1923 jusqu'à la guerre, il y a eu ce qu'on appelle le mandat français après l'Empire ottoman, et que la France a toujours été très présente. C'est pour ça qu'il y a de la francophonie dans ce pays encore, même si elle est de moins en moins forte. Ouais. Donc la mission a été de reprendre pied. Et Jacques Toubon, qui était à ce moment-là dans la deuxième cohabitation, ministre d'État, numéro 3 du gouvernement, ministre de la Culture et de la Francophonie, a été désigné parce que c'était les notions principales de reprise de contact avec le Liban. Oui. Et voilà, donc j'ai eu comme mission de la préparer, sa venue officielle, et puis après il y a eu pas mal de choses et d'événements, notamment avec l'Union, avec la France Télévisions et un certain nombre de médias. Voilà. Alors nous, on arrive avec nos valeurs
la Révolution, les droits de l'homme, etc. Mais eux, ils étaient déjà quand même un peu happés par la société de consommation. Quand on amène là au casino, c'est à ce moment-là qu'on amène Depardieu, Germinal, on pense qu'on apporte le meilleur de nous-mêmes. Ça fait un peu un bide parce que leur valeur, elle commence à être ailleurs. Oui, ça, vous avez mis l'accent sur un point qui pourrait apparaître secondaire, mais qui est en fait très, très important. C'est que dans le casino du Liban, c'est à Jounieh, la principale ville chrétienne, et ils ont retapé ce casino et diffusé, après les grands discours officiels des ministres, etc., le Germinal, le fameux le Germinal, donc sur les grandes grèves dans les mines du Nord. Et ce film... Je ne vais pas dire qu'il fait un bide, mais ils disent que ce n'est pas du tout l'image de la France qu'on a. Nous, eux, c'était De Funès, hein, comme on voit De Funès sur les anciennes affiches avant la guerre, ou Belmondo. Enfin voilà, pour eux, c'était ça, le cinéma français, mais certainement pas des histoires de grève. On sait que les francopholies ont été essaimées partout. Comme vous étiez du coup rivé, vous, à La Rochelle, avec cette connaissance du monde, vous avez aidé à Jean-Louis Foulquier à enraciner ça et là, un peu partout dans le monde, des francopholies. Il y a failli avoir des francopholies Liban, des francopholies Beyrouth. Alors ça, c'est vrai, et ça s'est fait, ça s'est pas fait. Non, c'était pas exactement à Beyrouth, c'était dans ce qu'on appelle le pays de Ruse, hein, dans le Chouf, avec Walid Jumblat et sa femme d'ailleurs, qui était la principale responsable. Et comme il y a eu un certain nombre d'accords signés entre le Liban et la France sur le plan culturel, il y avait notamment des francopholies au Liban qui semblait être une des meilleures manières de reprendre pied sur le pays. On est donc allé 2 fois sur place avec Jean-Louis et sa compagne. Et puis, à 8 jours des festivités, les Israéliens ont bombardé la plaine de la Beka et là, ça n'a jamais eu lieu et ça s'est terminé malheureusement comme ça. Juste avant qu'on décolle de Beyrouth pour réatterrir à La Rochelle et conclure ensemble, on parlera bien sûr de Québec sur cette conclusion-là, je voudrais juste vous demander, quand tout à coup dans ce pays Liban, on passe à Byblos, on passe à Baalbek, on passe à Tyr, c'est des noms, ça sort du fond de l'histoire. Souvenir de ça, vous y êtes allé? En 2 mots, ça ne s'explique pas. Je pense qu'on est à la fin. Là. On nous démontre qu'il faut qu'on est arrivé au bout. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des émotions exceptionnelles. Voilà, c'est tout. Mais c'est de la chance. C'est beaucoup de chance, là, comme dans beaucoup d'endroits, d'avoir pu découvrir des choses qui sont le patrimoine de l'humanité. On va finir par le début, la couverture du livre. La couverture du livre, c'est le dernier chapitre du bouquin. Elle est consacrée à Pierre Gros-Louis, qui était chef... Max Gros-Louis, qui était... je dis qui était parce qu'on l'a perdu là, il y a un an et demi. Il est mort le 14 novembre dernier. On avait fait, souviens-toi, chez Maxime Bonneau. Alors, c'était chef indien, grande parole là, pour toute l'Amérique du Nord, la cause indienne, y compris à l'ONU. Et il était venu, eu égard les rapports qu'on a à Québec et que vous avez permis de développer. Ici, il était venu à La Rochelle. Pourquoi lui? Vous auriez pu en mettre 100 000 autres. Mais parce que ça a été, là, faut lire le bouquin, sans vouloir en faire de publicité, mais c'est parce que c'est une histoire entre Max Gros-Louis et puis son épouse Marie, une histoire d'amitié extrêmement profonde. Enfin, c'était un hasard, et ils connaissaient énormément de monde, qu'ils rencontraient sur place, rencontraient à travers leur voyage dans le monde entier, et puis il se trouve que j'ai fait partie de ces relations privilégiées avec eux, dans les 2 sens, et quand il a disparu le 14 novembre dernier, ça a été quand même une grosse émotion. Il vous a fait fumer le calumet de la paix, vous avez regardé la lune la nuit, à minuit, tout ça? Non, ça je l'ai réservé à Maxime Bonneau. Très bien, parfait. Voilà les amis, en tout cas, regardez comment le temps passe, délicieux, ça sera pareil avec ce livre, on passe d'un bout à l'autre du monde sur de très belles histoires qui sont toujours fondatrices et qui ont une cause commune, le cœur, toujours le cœur, voilà, on est là pour ça. Merci Jean-Pierre Hens, à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. À bientôt les amis sur C17 et toujours en direct.